Merci beaucoup d'être là ce soir pour cette dernière soirée du cycle philosophique. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière conférence débat de notre cycle Osons la philo. Et nous avons osé. Après Raphaël Enthoven le 10 octobre et Bernard Stiegler le 23 janvier dernier, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Roger Paul Droit, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je vais tâcher de présenter quelques-unes de vos activités, parmi un panel varié qui fait de vous un intellectuel complet et reconnu. Professeur de philosophie pendant 10 ans, vous obtenez votre doctorat de philosophie à la Sorbonne en 1998 et collaborez ensuite avec le CNRS. Vous êtes aussi écrivain, doué d'un indéniable talent de vulgarisation qui a fait le succès de beaucoup de vos ouvrages auprès du grand public, parmi lesquels La philosophie expliquée à ma fille ou Petites expériences de philosophie entre amis. Votre écriture prolixe vous a également conduit à collaborer avec plusieurs journaux et revues. Vous êtes ainsi chroniqueur pour Le Monde depuis 1972, puis pour Le Point depuis 2003 et Les Échos depuis 2008. Par ailleurs, votre connaissance est érigée au rang d'expertise et vous avez travaillé comme conseiller auprès du directeur général de l'UNESCO ou encore auprès du ministère de l'Éducation nationale. Depuis 2007, vous êtes membre du Comité national consultatif d'éthique qui émet des avis sur des questions sensibles et intimes qui touchent à l'existence et aux valeurs de notre société. Dans vos productions littéraires et journalistiques, vous invitez le plus souvent les lecteurs à envisager, sous l'angle philosophique, les éléments banals du quotidien comme le trousseau de clés, le chariot supermarché ou encore l'aspirateur. Voir les choses autrement est la perspective que vous nous proposez d'adopter. Justement, comment apparaît notre quotidien lorsque nous nous avisons de le regarder avec la loupe du philosophe? Est-il plus riche de sens, plus limpide ou au contraire plus compliqué? Dans une récente interview, vous avez déclaré que la philosophie se doit d'être déconcertante et allègre, sans pour autant perdre sa force. Voilà le pari à relever au quotidien pour ceux qui se veulent philosophes, ne serait-ce qu'un instant. C'est aussi le pari que nous faisons ce soir et que nous avons fait avec ce cycle de conférences. J'espère que ces rendez-vous philosophiques auront permis à notre public fidèle et nombreux d'entamer de nouvelles réflexions et fortifier son esprit critique. Avec la philosophie, il ne faut peut-être pas uniquement chercher des réponses, mais oser s'aventurer dans des questionnements inédits. Et nous savons que la curiosité est un puissant mécanisme d'évolution et de découverte. Merci une nouvelle fois, cher Roger Paul Droit, d'être à nos côtés aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, et merci au public présent. Bonne soirée à toutes et tous. Alors juste avant que vous preniez la parole, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez mettre vos questions par écrit, parce qu'après, dans les questions et réponses, Roger Paul Droit répondra à toutes vos questions. Je tiens d'abord à remercier très vivement M. André Santini, M. Alain Lévy et les organisateurs de ces rencontres et vous tous de votre présence. On va passer un moment ensemble. Je vais essayer de vous parler justement des aventures de la philosophie dans le quotidien. J'aimerais que ce moment soit quelque chose qui puisse ensemble nous intéresser, vous et moi, c'est-à-dire ni un pur divertissement, ni non plus quelque chose qui ne soit qu'instructif au sens où ce serait pesant, ennuyeux ou austère. Mon souhait, c'est que tout à l'heure, vous partiez, peut-être moi aussi, grâce à vos questions, avec un peu plus d'interrogations tout à l'heure que nous n'en avons maintenant, avec peut-être aussi quelques idées ou suggestions supplémentaires, avec quelques pistes ou incitations pour continuer à réfléchir. Parce que ce que je crois de la meilleure manière de faire de la philosophie, c'est justement qu'elle se poursuive dans les têtes de chacun, qu'elle ne soit pas quelque chose que l'on reçoit passivement ou qui serait donné une fois pour toutes, mais je crois bien plus à des déclics. Alors, première précision, puisque j'ai intitulé cette présentation « Les aventures de la philosophie dans le quotidien », je ne suis pas sûr que la philosophie, cela existe. En tout cas, sûrement pas comme un bloc
sûrement pas comme quelque chose de monolithique qui aurait une sorte d'homogénéité parfaite et constante. Je prendrai volontiers comme exemple cette histoire que vous connaissez peut-être des 5 aveugles. C'est une histoire bouddhiste, elle est ancienne, elle est très connue en Inde, elle a eu des versions dans l'Europe chrétienne aussi par importation, et c'est l'histoire très simple de 5 aveugles qui ont rencontré un éléphant. Et le premier dit « Je sais ce que c'est un éléphant. C'est un long tuyau tout souple et c'est humide au bout. » L'autre dit « Pas du tout, pas du tout. Un éléphant, c'est un grand tronc. C'est comme un arbre, c'est tout dur et ça ne bouge pas. » « Mais non, dit le troisième, un éléphant, c'est un long morceau dur mais courbé, entièrement courbé. » Et le quatrième dit « Pas du tout, c'est une grande feuille plate qui bouge. » Et le dernier dit « Mais non, c'est une sorte de longue tige et c'est l'effiloché à la fin. » Et bien sûr, on peut en tirer comme conclusion très simple que chacun a une expérience de l'éléphant qui n'est que partielle, et que si on met tous les bouts ensemble, on aura un éléphant complet, c'est-à-dire chacun a son rapport au monde, mais il y a un monde. Je ne suis pas sûr, si on met la philosophie, si j'ose dire, à la place de l'éléphant, je ne suis pas sûr que ça fonctionne ainsi. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que chacun ayant sa philosophie ou son rapport à la philosophie, ou même son approche entre des philosophes qui sont plus empiristes, d'autres théoriciens, d'autres qui font de la philosophie des mathématiques, d'autres de la logique, d'autres de la phénoménologie, d'autres de la morale, etc. Je ne suis pas sûr que tout cela mis bout à bout reconstitue une sorte de philosophie éléphant, si j'ose dire, qui serait unitaire. Et puis on peut le dire autrement encore. Ce n'est pas un corps de doctrine, ça n'est pas une donnée, c'est une activité. C'est une activité, et bien avant moi, Kant l'avait dit. Il dit qu'il n'y a pas la philosophie, mais seulement du philosopher. Le fait que chacun doit reprendre finalement les questions pour son propre compte, ça n'est jamais une accumulation de données ou de réponses, mais bien évidemment des parcours individuels. Et je pense qu'on pourrait, à ce sujet, à juste titre, peut-être même si elle est approximative, faire une analogie avec le sport. De même qu'il n'y a pas un sport, ni un niveau possible, de même qu'il y a à la fois des champions olympiques et des promeneurs du dimanche, il y a beaucoup de façons de faire du sport ou de faire de la philosophie. Donc plutôt des attitudes philosophiques, des mondes philosophiques, des langues de la philosophie, quelque chose qui doit toujours, à mes yeux, se dire au pluriel. Avec, dans cette pluralité, dans cette multiplicité, non pas du tout un abandon, non pas un désespoir face à trop de multiplicité, mais plutôt, de mon point de vue en tout cas, quelque chose d'heureux et d'allègre dans cette diversité. Parce que vous connaissez sans doute tous aussi la phrase d'Hamlet dans la pièce de Shakespeare qui porte son nom. Hamlet dit « Eh bien, il y a bien plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute votre philosophie. » Et on comprend généralement que cela veut dire, eh bien, la philosophie est terne, elle est assez pauvre, elle est schématique, elle est abstraite, et le monde est riche, divers, coloré, multiple, disparate, surprenant, etc. Il me semble que c'est exactement l'inverse. Je crois qu'il y a beaucoup plus de choses dans les philosophies qu'il n'y en a dans le monde. Après tout, le monde, il est certes divers, bigarré et coloré, mais il n'y en a jamais qu'un seul, alors qu'il y a des mondes philosophiques possibles, multiples, mais aussi encore à inventer. C'est donc plutôt, pour ma part, une source de découverte, de joie ou d'allégresse que cette multiplicité. Vous aurez compris, je terminerai ces quelques mots d'introduction là-dessus, que je suis plutôt partisan d'une allégresse du multiple contre une sorte d'uniformité ou d'unité qui me paraît toujours un petit peu triste. Alors, si je veux
tenir ce titre, les aventures des philosophies, mettons, ou du philosophé dans le quotidien, je crois qu'il faut que nous nous débarrassions de quelques idées préconçues, à propos de la philosophie principalement, mais à propos du quotidien aussi. Je vais commencer par la philosophie. Il y a des idées fausses que nous avons de l'activité philosophique et qui souvent sont des obstacles. L'idée que la philosophie serait nécessairement impressionnante, qu'elle serait pesante, grave, et du coup, parce qu'elle apparaîtrait comme escarpée, rude, difficile, et elle l'est parfois. Il ne s'agit pas de dire que tout est simple ou simplifiable. Quand Spinoza dit tout ce qui est beau est aussi difficile que rare, il n'y a aucune raison que ce qui est beau ne soit pas rare et difficile. Et je ne connais pas de choses aisées et belles à la fois. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit, face à la philosophie, se dire forcément tout de suite allons-nous comprendre, se sentir, si vous voulez, un peu paralysé, comme c'est souvent le cas, un peu comme lorsque on est face à des mathématiciens de haut niveau, ou bien face à des alpinistes professionnels, et où on se dit que, évidemment, ça n'est pas de notre niveau, que nous n'allons pas pouvoir suivre. Alors je crois plutôt à une philosophie donc plus quotidienne, plus simple, plus immédiate, peut-être par certains aspects plus humaine, à condition, pour faire court, de se débarrasser de 4 pathologies, en quelque sorte. 4 pathologies et 4 remèdes. Ces pathologies sont des enfermements, et ces remèdes sont à chaque fois des ouvertures. Je vais faire court parce que ce sont des choses que vous voyez sans doute, mais que je veux simplement rassembler, sur lesquelles, si vous le souhaitez, nous reviendrons. La première des pathologies, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une ghettoisation de la philosophie. Elle a été enfermée dans l'université. À partir du XVIIIe siècle. Je n'ai rien contre l'université. J'y ai passé une large partie de ma vie. Je lui dois beaucoup de joie et aussi de savoir. Je n'ai pas de... parce qu'il y a aussi aujourd'hui une sorte de manière de dire du mal des universitaires, de trouver qu'il y a toutes sortes de choses, de défauts qu'ils auraient. Je ne partage pas cette idée. Simplement, si vous regardez l'histoire de la philosophie, il y a bien évidemment un enseignement de la philosophie antique, avec des institutions quasi universitaires, l'académie de Platon, le lycée d'Aristote, le jardin d'Épicure. C'était à la fois des lieux de vie, mais des lieux d'enseignement et de cours qui ont duré pendant des siècles. Mais dans l'histoire plus récente et de l'âge classique, Descartes n'est pas professeur, Spinoza non plus, et le philosophe professeur, c'est à partir du XVIIIe siècle, c'est à partir de Kant, de Hegel ensuite, qui évidemment est la grande figure qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il y a eu des dommages de cet enfermement de la philosophie qui devient une discipline, qui est sanctionnée par des diplômes, qui n'existe plus en quelque sorte que dans des cursus universitaires. Et un des remèdes, mais il est déjà en place, après tout, nous ne sommes pas en train de faire court, notre discussion ne sera sanctionnée d'aucun examen ni d'aucun diplôme, et elle est libre, mais aussi, vous le savez, depuis une bonne trentaine d'années, des cafés philo, des magazines, des articles de philosophie dans les journaux, et je crois que c'est une grande ouverture lorsque la philosophie s'astreint à parler d'autres langues que celles de l'université, à parler à d'autres publics, à aborder éventuellement d'autres objets ou d'autres manières d'organiser ses discours. Une deuxième pathologie, mais liée en un sens à la précédente, c'est celle du vocabulaire et du jargon philosophique. Je crois qu'il y a un petit nombre, mais il est très petit, de termes rigoureusement techniques qui ne peuvent être remplacés par aucun autre. Je ne connais pas de manière de dire ce que Kant appelle le transcendantal autrement que par ce mot.
en changer, mais là, il faut un mot spécial parce que c'est une idée spéciale. En revanche, je crois fortement que Bergson, lorsqu'il dit, je cite de mémoire, mais je ne crois pas trop me tromper, il n'y a aucune idée philosophique, aussi difficile soit-elle, qui ne puisse et ne doive être exprimée dans le langage de tous. Eh bien, je crois que lorsqu'il dit cela, la mémoire est bonne, c'est la Société de philosophie en 1924, ou quelque chose de ce genre, eh bien, il a raison. C'est-à-dire que la complexité des questions est une chose. Elle n'entraîne pas la complexité des mots. Si je vous demande qu'est-ce que je signifie, je suis dans une question extrêmement complexe, parce qu'après tout, chacun d'entre nous va utiliser ce même pronom personnel de la première personne dans des occasions différentes, alors que chacun d'entre nous a des idées distinctes. Enfin, voilà, on est dans un vrai problème très dense dans lequel je n'entre pas. Mais la formulation elle-même est simple et nous n'utilisons là que des termes communs. Et donc le premier remède, si vous voulez, à cet enfermement dans un jargon, c'est d'essayer autant que faire se peut, et je crois qu'il y a beaucoup de marge, d'en sortir, de parler, même si les questions sont difficiles, avec les termes de tous, et peut-être aussi de faire quelques pas du côté de ce que j'appelle une pensée narrative, c'est-à-dire essayer, autant que faire se peut, de diminuer l'écart entre philosophie et, disons, littérature, écriture. Je crois profondément que la pensée et l'écriture ne sont pas des choses distinctes, mais qu'il y a aussi, pas toujours, pas nécessairement, pas inéluctablement, mais qu'il y a très souvent dans la manière d'écrire l'engagement, d'une certaine manière, de penser, que les deux sont, disons, comme le recto et le verso d'une feuille de papier. D'ailleurs, ce n'est pas une attitude personnelle ni nouvelle. Si vous regardez Platon, autant Aristote, c'est un professeur un peu austère, mais on n'a que ses notes de cours, on n'a pas les textes dont Cicéron dit qu'il parle d'or et tout ça. On a beaucoup de vues fausses, enfin biaisées par l'histoire sur Aristote. Mais Platon est un des plus extraordinaires prosateurs de l'histoire. C'est un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre quasiment, enfin qui met en scène les idées. Et puis il y a une longue tradition française de gens qui, de Montaigne à Camus, en passant par Rousseau, Voltaire, Diderot, Sartre, liste non limitative, sont difficiles à classer. Est-ce que vous les mettez résolument sur la table philosophie? Est-ce que vous les mettez sur la table littérature? Ou est-ce qu'ils sont en fait suffisamment des écrivains pensants pour que vous n'ayez pas même à vous poser véritablement cette question, parce qu'ils sont d'un côté comme de l'autre. Et il y a là aussi, je crois, dans le jargon, enfin c'est la même, et l'écriture, à refuser l'idée que le sérieux doivent être nécessairement l'ennui. Il y a des questions sérieuses, mais on peut parfois aussi, me semble-t-il, les dire allègrement, et il y a là aussi toute une longue tradition, elle va de l'Antiquité, je pense à Lucien de Samosate, qui est un auteur extrêmement drôle, c'est une sorte de Voltaire antique, mais vous avez Erasme, qui est extrêmement drôle pour de bien des raisons, et bien d'autres que je pourrais citer, mais des écrivains qui sont finalement marqués par un certain sens de la dérision philosophique aussi. Troisième clôture de la philosophie sur elle-même, c'est l'idée qu'elle serait nécessairement abstraite, forcément du côté de l'abstraction, en tout cas d'une abstraction froide. Et bien évidemment, je ne vois pas de quoi pourrait s'occuper la philosophie si elle ne s'occupait pas d'idées, d'examen des idées, de mise à l'épreuve de ce que nous pensons. Donc, il y a bien évidemment un rapport à l'abstraction qu'il serait absurde de nier. Toutefois, il y a, chez Platon même, le plus théoricien, le plus abstrait en un sens des fondateurs de la philosophie, une très longue pratique des exemples concrets. Le nombre d'exemples de Platon empruntés au métier de charpentier, de cordonnier, à l'art de la guerre, aux techniques des artisans.
sont innombrables. Et donc, je crois qu'il y a, comme remède à cette abstraction, la nécessité d'enchaîner ensemble les questions abstraites et les expériences quotidiennes, et de retrouver un rapport du philosophique aux gestes de tous les jours et aux expériences du quotidien. Enfin, il y a une autre clôture de la philosophie et une autre ouverture nécessaire, peut-être un peu en dehors de ce que nous disons ce soir, mais que je veux signaler au passage, c'est d'en finir avec une clôture sur la seule Europe et les seules quelques langues, grec, latin, allemand, français, éventuellement anglais, qui seraient les langues nobles de la philosophie. Il me semble que parmi les pathologies d'enfermement, il y a l'idée que les Grecs et eux seuls, ou les Européens et eux seuls, seraient des animaux philosophiques ou même des dépositaires de cette manière de penser. Or, pour avoir un peu fréquenté et le sanskrit et un certain nombre de traités indiens, je peux vous dire que les angles sont différents, les perspectives sont distinctes évidemment, mais je ne vois pas en quoi le nom même de philosophie devrait être refusé à bon nombre de traités de logique ou de métaphysique indiens. Il y a donc, voilà, une ouverture de ce côté qui, elle aussi, est pratiquée ces dernières décennies de façon tout à fait importante. Voilà quelques idées à écarter, me semble-t-il, sur la philosophie. Écarter quelques fausses idées concernant le quotidien. Alors, concernant le quotidien, qu'est-ce que l'on se dit ? Généralement qu'il n'y a rien dans le quotidien d'intéressant parce qu'il est banal, parce qu'il ne serait fait que de routine, de répétition, de choses finalement à la fois lisses, plates et inintéressantes. Concrètement, qu'est-ce que c'est le quotidien? Faire les courses, éplucher les légumes, cuire, faire la vaisselle, le ménage, aller chercher les gosses à l'école, aller au travail, descendre la poubelle et recommencer. Le lendemain, il faut aussi se lever, aller chercher les enfants, etc. Bref, il y a quelque chose qui ressemble à de la routine, de la répétition et de la platitude, donc quelque chose d'inintéressant apparemment, alors que, de l'autre côté, il y aurait les grandes questions nobles, la justice, l'État, la liberté, le temps, la mort. Du côté du quotidien, des petites choses inintéressantes qu'il suffirait de faire sans y penser. Et puis, du côté de la philosophie, évidemment, les grandes questions auxquelles il faudrait de préférence penser à condition de ne rien faire. Vous voyez, il y a là quelque chose qui est une répartition du digne et de l'indigne, mais aussi de l'acte de pensée et des actes concrets qui, finalement, me paraît dommageable, alors qu'elle a évidemment cette opposition, une très très forte, longue et historiquement importante profondeur de champ. C'est la différence entre la vie active, vita activa des latins, et la vie contemplative. Les philosophes regardent le monde des idées ou, en tant que savants, contemplent des vérités éternelles, et puis les autres, de préférence esclaves, rament dans ce qu'il y a à faire. Ou même, sans caricaturer, la différence entre les poètes, puisqu'en grec, poiesis, c'est l'action, c'est le fait de faire, c'est faire quelque chose, ceux qui ont les mains dans, pas simplement le cambouis, mais les choses, et puis, de l'autre côté, les théoriciens, et théoria, vous savez, en grec, signifie contemplation. On regarde d'un côté, on fait de l'autre. Eh bien qu'elle soit à la fois très ancienne et qui est pleine d'histoire et d'épaisseur, il me semble que cette opposition est en même temps non seulement discutable ou fausse, mais, je dirais, néfaste. Il me semble que plutôt que d'imaginer
un quotidien qui serait inintéressant. Eh bien, il faut au contraire s'accrocher à ce quotidien pour y découvrir toutes sortes de détails et de questions possibles. S'accrocher au quotidien, cela consiste à abandonner cette idée que la philosophie doive s'occuper forcément de généralités. On arrive toujours probablement à des généralités. On arrive toujours, un jour ou l'autre, à des idées globales. Mais ce dont on part, il me semble que ce sont, de la manière la plus fructueuse, du moins de mon point de vue, ou la plus féconde, des détails, des singularités, des choses infimes et probablement, au départ, inintéressantes. Inintéressantes tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne les questionne pas. Et vous connaissez cette idée qui est présente chez Platon, chez Aristote, mais aussi au plus près de nous, chez Jean Kelevitch, chez beaucoup d'autres auteurs, et chez Jeanne Hersch, qui a écrit un très beau livre sur l'étonnement, cette idée que l'étonnement, c'est le point de départ de la philosophie. Bon, mais on s'étonne de quoi? On s'étonne, à mon avis d'abord, on devrait tenter de s'étonner de ce qu'on a sous les yeux qui ne nous étonne pas du tout, c'est-à-dire toutes ces choses quotidiennes sur lesquelles il faut commencer à se demander pourquoi elles sont là, ce qu'elles peuvent vouloir dire, ce qu'on peut faire avec. Et d'une certaine manière, on a opposé généralement les philosophes et les enfants. Je crois plutôt qu'il faudrait les rapprocher. Je dis cela pour faire image, mais enfant, en latin, si on entend ce que ça dit, c'est celui qui ne parle pas, infans. Et le philosophe, homme de la parole, de la pensée, de la raison, de la connaissance, c'est au contraire, dans la tradition, celui qui parle bien et qui, armé du logos, qui est à la fois la parole et la pensée, le même mot, n'est-ce pas, pour les Grecs, dit la parole et la pensée. Eh bien, celui qui parle et pense bien, le philosophe, serait aux antipodes, en quelque sorte, de l'enfant qui n'a pas la raison, qui ne sait pas encore parler. Je crois plutôt que les enfants ont ce mérite de dire tout le temps pourquoi c'est comme ça. Alors, il y a des fois, on peut leur donner la réponse, parce qu'on la connaît. Et puis, il y a des fois, on ne peut pas leur répondre, dans la mesure où on est, en quelque sorte, soi-même aussi confronté à l'ignorance qui est celle de notre vie et de notre statut humain. Il y a bien des choses que nous ne savons pas. Et cette question, pourquoi c'est comme ça, peut à chaque fois marquer notre étonnement. L'étonnement, c'est toujours de se demander pourquoi les choses sont ainsi et de les regarder justement comme un effet de surprise. Alors pour retrouver cette surprise, parce que je crois en quelque sorte que les philosophes seraient, si j'ose dire, des enfants qui n'ont pas lâché leurs questions. Des enfants qui ont grandi, qui ont appris des choses, qui parlent un peu mieux, tout ce que vous voulez, mais qui dans le fond, par rapport à ceux qui oublient que des questions se posent, continuent à les poser, avec évidemment d'autres équipements, peut-être d'autres armes que les vrais enfants. Pour retrouver ce type d'étonnement, comment faire? Je vous propose 2 ou 3 possibilités. La première de ces possibilités, c'est de faire des expériences avec le quotidien, c'est-à-dire de tenter de le débanaliser, d'y inventer des aventures, des possibilités insolites, de faire des pas de côté dans la routine, de voir les mêmes choses sous un autre angle, d'organiser des sortes de petites fissures dans nos détails. Et peut-être aussi, de cette manière-là, avancer dans quelque chose qui, par jeu, est un jeu sérieux. Cette formule, un jeu sérieux, elle est attribuée à Socrate pour parler de la philosophie. C'est un jeu, un peu comme le font les enfants. On dirait qu'on est des pirates ou qu'on est des penseurs. Et un jeu sérieux parce que si on se dit qu'est-ce que ce serait une cité juste,
eh bien, on se met à écrire La République. Et on est simplement dans cette posture, finalement, au départ ludique, mais aussi sérieuse. Alors, un premier type d'expérience possible, une première série d'aventures, consiste, en tout cas pour moi, là je ne dis que des choses qui, disons, sont mes points de vue, je serais tout à fait respectueux des vôtres s'ils sont très différents, mais, comme on dit, c'est mon avis et je le partage, quoi. Une première série d'aventures possibles, ça consiste, de mon point de vue, donc, à rencontrer des objets. Après tout, nous sommes entourés de choses, et il s'agit de savoir ce que ces choses peuvent éventuellement avoir à dire. Je ne parle pas de magie, je ne m'imagine pas que les choses parlent, mais je crois profondément que nous sommes entourés en permanence d'objets, que ces objets ont été conçus, fabriqués, usinés, dessinés, manufacturés, livrés par des êtres humains, et que dans leur mutisme, à travers aussi bien l'histoire que l'espace, ils disent à leur manière, si on veut bien les décortiquer, ou les écouter, ou les faire parler, quelque chose. Et s'il fallait une référence philosophique lourde, je vous invite, si vous ne connaissez pas cet auteur, à lire Gilbert Simondon, qui est évidemment l'auteur qui a écrit un livre majeur intitulé Le mode d'existence des objets techniques, et qui dit, de façon bien plus savante que je ne le dis là, mais qui dit finalement qu'il y a dans les choses fabriquées, usinées de manière humaine et pensées par des humains, d'une certaine manière des idées pliées, des discours que je dirais volontiers compactés. Et on peut considérer qu'un objet, il est finalement comme une sorte de discours replié, compacté, et qu'une des tâches possibles, alors d'une démarche peut-être plus poétique que philosophique, mais consiste à déplier ce discours et à essayer de tenir un discours à la place de l'objet. Alors il faut évidemment peut-être un peu de jeu et d'imagination pour le faire, mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans plusieurs de mes livres, comme 101 expériences de philosophie quotidienne, comme Petites expériences de philosophie entre amis, mais aussi dans un livre particulier qui est Dernières nouvelles des choses, où je tente des rencontres, comme ça, avec les objets. Et c'est un livre qui est né d'une histoire vraie, enfin d'une anecdote tout à fait simple, que je vais vous raconter en 2 mots. J'étais dans une réception chez des amis, et quelqu'un que je connais un peu vient me voir en me disant tout simplement « Alors, comment vont les choses ?» Et je comprends bien évidemment qu'il veut me dire comment ça va, qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas, et les enfants, et les livres, et le travail. Enfin bon. Mais il y a un autre registre où je me dis, je ne sais pas du tout comment vont les choses. C'est-à-dire, je l'entends à la lettre, et je reste en quelque sorte comme le capitaine Haddock dans Le crabe aux pinces d'or avec son sparadrap, scotché sur cette question dont j'essaye de me défaire et dont je ne peux plus ensuite me débarrasser. Et c'est le point de départ de ce livre, qui est une expérience de rencontre avec les choses, et évidemment de méditation sur ce qu'on appelle une chose, parce que entre un trombone, une galaxie, des chaussettes, des boutons de porte, des chemins de fer et des avions à réaction ou des charrues à bras, tout ça s'intitule chose, mais il y a quand même des difficultés. Alors, j'ai envie de vous lire un de ces textes, mais avant, je me suis dit qu'il était peut-être utile de vous donner quelques indications sur ce que, dans le cinéma, on appelle aujourd'hui, ou dans la vidéo, le making-of, je dirais plus simplement comment j'ai fait ce texte avant de le lire. Ça vous donnera peut-être quelques clés, parce que ce sont des textes d'apparence entièrement littéraire, où il y a quelques philosophes cachés, si j'ose dire, comme dans les dessins, des petits jeux d'enfants, on cherche un lapin dans l'arbre, des choses comme ça.
C'est un texte sur un trombone. Sur un trombone, non pas l'instrument de musique, mais l'attache, le trombone de bureau, quoi, le petit truc métallique avec lequel on clippe des feuilles. Alors bien évidemment, il y a d'abord une subjectivité assumée. Mon regard sur le trombone ne serait pas le vôtre, sans doute. Chacun peut avoir une manière de voir les objets, et bien évidemment aussi, cette différence est déjà une question philosophique. Un philosophe américain qui s'appelle Thomas Nagel a fait un très beau texte devenu classique depuis une vingtaine d'années qui s'intitule « Quel effet ça fait ?» en français en tout cas, « Quel effet ça fait d'être une chauve-souris ?» How is it to be like a bat? Et il explique qu'il n'est pas possible de savoir l'effet que ça fait si on est un être humain d'être une chauve-souris. Mais pas plus évidemment une girafe, ni son voisin. Vous croyez que vous savez l'effet que ça fait d'être votre voisin, mais non, par définition, chacun est dans ça. Il y a des outils de communication, il y a même de l'empathie, il y a des communications probablement directes et infraverbales entre nous, mais nous ne saurons jamais complètement comment un autre être humain ressent la même réalité que nous. Ceci vaut pour le trombone. Mais évidemment, je me dis aussi face au trombone, un peu comme Marx le fait face aux épingles. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un beau texte, je crois que c'est dans le Capital, où il parle des épingles de bureau pour dire, ben voilà, c'est pas toute société, c'est pas toute forme de technique, c'est pas toute époque qui peut fabriquer cette petite chose en métal pointue avec laquelle on attache des feuilles. Et bien, de la même manière, le trombone renvoie évidemment à une certaine société donnée avec des archives, des employés de bureau, etc. Et puis, je m'intéresse à l'idée qu'il réunit. Sa fonction, c'est de rassembler, c'est d'attacher des feuilles ensemble. Et ce rassemblement, de fil en aiguille, me fait penser à ce que Freud appelle Eros. Eros, ce n'est pas du tout simplement le sexe, ce n'est pas même simplement le désir sexuel, c'est pour Freud, par opposition à Thanatos, qui est la mort, c'est ce qui agrège, Eros, ce qui rassemble, ce qui réunit, c'est la solidarité, si vous voulez, c'est... Bon, les syndicats, ce serait du côté d'Eros, pourtant pas très érotique, mais voilà, c'est ce qui rassemble les humains contre ce qui les désunit, les délie ou les sépare. Et le trombone, il est du côté de ce qui fait tenir. Et enfin, je me dis qu'il est obscur, qu'il a un côté modeste, on ne peut pas dire, hein, et que ce côté fidèle et sérieux me fait penser à ce que Jean Kelevitch dit de l'éthique et de ce qu'on attend finalement des gens. C'est pas d'être héroïque, mais c'est d'être fidèle et sérieux. Alors si j'essaye de mettre tout ça en musique, si j'ose dire, ou de l'écrire, ça donne ce petit texte qui est dans Dernière Nouvelle des Choses et que je me permets de vous lire. C'est en cherchant un stylo au fond de ma serviette que je l'attrape par hasard dans une rainure du cuir. Il a dû glisser d'un dossier. Ou il s'est peut-être coincé depuis longtemps dans cet interstice où se fourre toujours un peu de poussière, un bout de papier plié, un élastique. C'est un trombone, intact, métallique et mince, sec, propre. Cette chose inspire la sympathie, en tout cas de mon point de vue. Vous avez peut-être un avis différent. La sympathie suscitée par les trombones n'est pas universelle. Ce n'est que mon point de vue, je le répète, mais quel autre point de vue que le mien pourrais-je donc avoir sur le monde? Vous savez, vous, l'effet que ça fait d'être une araignée, une girafe, un porte-manteau, votre voisin? Vous croyez peut-être. En fait, vous ne savez pas. Pas du tout. Moi non plus. Alors, je peux bien éprouver de la sympathie pour les trombones sans qu'on en fasse toute une histoire. Quoi de sympathique dans le trombone? L'astucieuse pliure, le côté lisse, léger, métal propre, le petit bout triangulaire où l'on peut jouer à mettre juste l'extrémité de la langue, l'envie de le désarticuler, le fait que ça soit une chose petite,
sans grade. Dans la famille, chose discrète, je demande le trombone. C'est un cousin de l'épingle, mais beaucoup plus doux. Aucun risque de se piquer, pas de trou dans les feuilles, le trombone n'abîme rien. Il n'a ni la brutalité de l'agrafe, ni le caractère intrusif des coins et autres attaches. Le trombone appartient à la catégorie des choses insignifiantes, habituellement laissées pour compte. C'est pour cela que je l'aime bien. On ne peut pas dire que ce soit un frimeur, le trombone. Il ne fait rien pour attirer le regard. Et de fait, il ne l'attire jamais. Personne ne dira qu'il est carrément indispensable. Il rend des services, fait ce qu'on lui demande, dans la mesure de ses moyens, obstinément, réglo, pas génial, mais réglo. Révélateur aussi, modestement toujours. Ce n'est pas toute époque ni toute société qui produit des trombones. Il faut, pour qu'il existe, des machines-outils, capables de travailler un type de fil métallique parfaitement uniforme, souple et résistant. Il faut un univers de documents, de feuilles de papier à réunir, un monde de bureaux, de réunions, de dossiers, d'employés de bureau, d'accessoires de bureau, de fournitures de bureau. La naissance du trombone doit dater du début du XXe siècle. Sans doute son existence n'est-elle pas éternelle. Peut-être verra-t-on un jour pas si lointain le trombone s'effacer. Avec la mort du trombone, nous aurons perdu une des figures d'Eros. Ce petit bout de métal qui relie les feuilles et les rassemble fait songer à sa manière à ce que Freud appelle Eros. Pas vraiment la sexualité, moins encore la jouissance, plutôt la force qui agrège sans paralyser, la puissance qui empêche la dispersion, la vie qui résiste à l'entropie. À sa façon, métallique et modeste, le trombone fait tout cela. Il retient. Et je me souviens d'une émotion très particulière. Je retrouve, il y a quelques jours, d'anciens dossiers datant de ma jeunesse. Ils sont, depuis de longues années, à la campagne, dans une maison humide. Avec le temps, les trombones ont rouillé. Ils laissent même, quand je les défais, une marque brune et creuse sur les papiers, et sur mes doigts des grains rêches. Mais ils n'ont pas lâché prise. Ils ont tenu à leur place et rempli leur rôle, malgré les ans et la rouille. Pour sa façon de faire ce qu'il y a à faire, sans forfanterie, sans rébellion, on ne peut pas imaginer une révolte des trombones, dans l'ombre, sans souci des complots ni des honneurs, anonymes et utiles, ni héroïques, ni téméraires, mais fidèles et sérieux, le trombone est une figure de l'éthique. Alors, deux petites remarques là-dessus qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est depuis que j'ai écrit ce texte, il y a une bonne dizaine d'années, j'ai appris, et j'en ai été très surpris, mais je me suis dit que je ne m'étais pas tout à fait complètement trompé, même intuitivement, j'ai appris qu'en Norvège, pendant l'occupation allemande, des gens mettaient un trombone au revers de leurs vêtements pour marquer la solidarité, pour montrer qu'ils restaient liés et unis ou ensemble malgré l'occupation et les nazis. Et puis l'autre remarque, c'est que ce petit livre, ça c'est une parenthèse, je pourrais vous en parler tout à l'heure si ça vous amuse, moi c'est une expérience nouvelle pour moi, me conduira sur scène au Théâtre du Rond-Point au mois d'octobre prochain, où on m'a demandé d'adapter ces textes et de les jouer, c'est beaucoup dire, parce que je ne suis pas comédien, mais d'en lire en tout cas quelques-uns. Alors, une autre manière, un autre type d'expérience, d'aventure, ça n'est plus de regarder les objets, mais ce serait d'inventer des expériences avec eux, ou simplement de perturber les routines du quotidien, venir faire jouer ces codes. Est-ce que l'on peut passer des choses aux expériences avec les choses ou à des expériences de philosophie? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y en a de très nombreuses, puisque dans 101 expériences de philosophie quotidienne, j'en ai vraiment écrit 101. Dans petites expériences de philosophie entre amis, il doit y en avoir une soixantaine. Enfin bref, je ne sais pas, il y en a quelques 200 en tout. Je vous fais grâce des listes, je ne vais pas... Mais vous montrer comment ça marche.
ça marche avec l'idée que pour poser une question, y compris une question philosophique, il vaut mieux, du moins de mon point de vue, avoir fait quelque chose, avoir éprouvé émotivement, affectivement, physiquement, un trouble quelconque qui ensuite est quelque chose à élucider. Sinon, on est dans un jeu trop abstrait, on est dans une sorte de, si vous voulez, de problème d'échec. Et si je vous dis, alors je vais prendre un seul exemple, cherchons les rapports entre les mots et les choses et comment mots et choses sont soudés ou peuvent se séparer. D'abord, ça vous paraît une question très abstraite, très artificielle. Ensuite, ça sent le cours de philosophie, on prépare ses comprimés d'aspirine ou ses dictionnaires. Et si je vous propose à la place, et ça ne traitera pas la question, je le dis tout de suite, mais je pense que ça peut y conduire, si je vous propose ceci, c'est une des 101 expériences, vider le sens d'un mot. Durée 2 à 3 minutes, matériel, ce qu'on a sous la main, effet désymbolisant. Ça peut être n'importe où, et sans heure particulière. Il suffit que vous soyez sûr de n'être pas entendu. Mieux vaut n'être pas gêné en cours de route par la crainte du ridicule. Parler seul n'est rien, être épié et moqué troublerait le résultat recherché. Donc, simplement quelques lieux où personne ne vous entend. Prenez ce que vous avez sous la main. L'objet le plus courant, un crayon, une montre, un verre, ou même une pièce de votre vêtement, bouton ou ceinture, poche ou lacet, peu importe. Il suffit d'une chose banale. Sa dénomination est habituelle, sa présence est familière. À cet objet correspond pour vous depuis toujours le même mot, identique, naturel, normal. Prenez donc en main cette petite chose sans malice, sans étrangeté, sans risque. Répétez son nom à voix basse en la regardant. Par exemple, le crayon qui est entre vos doigts, en répétant crayon, 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 crayon. Vous pouvez continuer encore, ça ne devrait pas être long. En quelques instants, le mot familier se décolle, se racornit, vous ressassez une suite de sons étranges, série de bruits absurdes, insignifiants, qui ne dénomment rien, ne désignent aucune chose et demeurent insensés, fluides ou râpeux. Sans doute avez-vous déjà joué ainsi, enfant. Tous, ou presque, nous avons éprouvé comme ça l'extrême fragilité du lien entre mots et choses. Dès qu'on le tord ou le tire, dès qu'on le distend, ce lien cesse d'être simple. Il s'entortille ou se brise, le terme se dessèche, s'émiette, coquille éparpillée d'inanité sonore. Ce qui arrive à l'objet n'est pas moins étonnant. Il semble que sa matière devienne plus épaisse, plus dense, plus brute. La chose est là davantage et autrement, dans son étrangeté innommable, dès qu'elle tombe en dehors du fin filet des vocables habituels. Ce vieux jeu dissociatif, il faut le répéter, tenter d'observer la fuite même du sens, l'émergence rêche du réel hors des mots, entrevoir l'écaille sous la prose. Redire plusieurs fois le même mot pour la même chose dissipe toute signification. N'est-ce pas merveilleux, effrayant, drôle? Quelques instants suffisent pour fissurer cette fine pellicule où nous nous tenons en place, satisfaits de pouvoir dire le nom des choses. Alors, je pense que vous voyez, je ne veux pas abuser ni de votre temps, il me reste 10 minutes, voilà, je vais arrêter dans 10 minutes au maximum, ni des lectures, mais je crois que ce qui est en jeu dans ce genre d'expérience, c'est en quelque sorte un déclic. C'est un point de départ. C'est une impulsion à se dire, voilà, j'éprouve, en répétant le mot
qu'il va s'étioler en quelque sorte, et je vois, ou j'expérimente, que le mot et la chose se décollent l'un de l'autre. Après, à partir de ce déclic, je peux choisir de n'en rien faire, de m'amuser avec, de laisser tomber. Je peux choisir, à l'inverse, d'essayer de creuser cette question. Et là, je vais rencontrer petit à petit des textes philosophiques, des choses plus difficiles éventuellement ou plus lourdes. Mais je crois que c'est cela. L'idée, c'est de fabriquer des impulsions, des choses qui nous tournent vers la philosophie. Et puis, je voudrais, pour finir, dire quelques mots peut-être de ce que j'ai tenté comme dernière expérience, j'espère que ce ne sera pas la dernière pour moi, mais c'est une forme d'expérience de l'ultime, dans le dernier livre que j'ai publié au mois de janvier, et qui s'intitule « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre ». J'imagine là qu'il me reste exactement 3600 secondes et pas une de plus. Que je suis en bonne santé, que ce n'est pas une agonie. Alors, c'est des situations, c'est une pure, évidemment, expérience de pensée, parce que la situation réelle, ce serait Socrate ayant avalé la ciguë, et puis le compte à rebours, ou bien le couloir de la mort et on vient vous chercher, ou bien... Enfin bon, non, là, c'est simplement une expérience à la fois de pensée et d'émotion qui correspond à quelque chose que nous avons plus ou moins tous déjà pensé. Qu'est-ce que ce serait pour moi le dernier instant? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais éprouver? De quoi aurais-je peur? Mais surtout, que ferais-je si elle m'est donnée lucidement de cette dernière heure? Alors, ce n'est pas du tout un livre morbide, ce n'est pas de la mort qu'il s'agit, mais de l'essentiel de la vie. Chacun peut jouer pour son propre compte à cette expérience ou à ce jeu sérieux, comme disait Socrate, mais en se disant, voilà, que en fait, cela nous confronte à l'essentiel. Ça nous confronte à ce qui est pour nous, et chacun peut avoir une réponse distincte, le plus important. Si je n'ai plus qu'une heure, qu'est-ce que je choisis de faire ou de dire qui soit pour moi le plus important et l'essentiel. Et pour ma part, dans cette fiction, je choisis d'écrire. Je choisis d'écrire parce que il me semble que d'abord c'est une ruse contre la mort, évidemment. Dès lors qu'il ne s'agit pas de sacraliser l'écriture, il ne s'agit pas de se dire qu'elle a une fonction forcément sublime, mais qu'il s'agisse de notes de blanchisseuse, qu'il s'agisse d'un graffiti, n'importe quoi. Ce qui a été, c'est une poussière des instants qui se trouve en quelque sorte soumise au fixateur de l'écriture. Et donc, n'importe quelle phrase que vous inscrivez, si elle n'est pas brûlée par la cheminée, un incendie ou un destructeur de documents, vous pouvez vous dire qu'elle vous survivra, qu'elle soit intéressante ou pas intéressante, c'est une autre affaire, mais je choisis donc pour ma part l'écriture, avec aussi l'idée d'essayer dans une seule phrase qui a une centaine de pages et qui se lit à peu près en une heure, de faire tenir un peu l'essentiel de ce que je crois ou de ce que j'aurais envie justement de dire. Alors, pour finir, je vous en lis juste un petit passage peut-être sur la vie comme battement. Parce que bon, c'est un livre sur à la fois la vie, l'amour, l'ignorance, les limites de nos savoirs possibles, mais je ne vais pas vous faire tout le sommaire. La vie comme un battement. Oui. Une courte suite entre deux lacunes. Un truc qui vient toujours après et toujours avant. Battement entre néant et néant. D'ailleurs, néant, c'est encore trop dire,
car en fait on ne sait pas. Ce n'est rien du tout, rien de rien, juste un battement. Mais un battement de quoi? De cœur, d'ailes, de cils, de tambour? La vie, un battement, rien d'autre, dit comme ça paraît simple. Pourtant, rien n'est plus difficile à définir qu'un battement. Ça ne peut pas se saisir, se fixer, s'épingler. Ce n'est que pulsation, mouvement, entre deux, passage, différentiel, toujours entre, jamais fixe, jamais situé ni situable d'un côté ni de l'autre. Le battement n'est que mouvement d'un instant, instant entre des instants, passage d'un plus à un moins, ou l'inverse, de haut en bas, de bas en haut, inspire, expire, systole, diastole, on, off, interminablement. La vie qui bat, qui pulse, qui va et vient tout le temps, on ne peut pas la voir. On ne voit jamais un battement. On peut l'éprouver, le traverser, le ressentir, jamais le contempler. On ne peut pas voir la vie parce qu'on est dedans, dans le battement. Pour pouvoir le contempler, comme on contemple la mer, la montagne ou le soleil couchant, comme on observe le vol des mouettes ou la course d'un cheval, il faudrait être dehors, scruter de l'extérieur, ce qu'on ne peut faire puisqu'on est toujours au-dedans, au sein du battement. Donc, on ne voit rien. Il n'y a pas que le soleil et la mort qui ne peuvent pas se regarder en face. Il y a aussi la vie, pour d'autres raisons. Parce que la vie, comme battement, est intervalle, écart, rien d'autre. Écart du corps, du souffle, de l'œil, des mots, écart et succession d'écarts, bruissement de battements éparpillés au sein d'un seul, et de ces battements plus ou moins vils, plus ou moins nombreux, plus ou moins intenses, dépend ce qu'on dénomme bêtement, faute de mieux, sans savoir, le bonheur. Alors voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de manières de commenter ces différents jeux que j'ai essayé de vous présenter, ces différentes manières d'inventer des aventures de la philosophie dans le quotidien. Je crois que la seule chose qui m'intéresse, on peut faire des commentaires savants ou pas savants, on peut faire des commentaires qui sont du jeu ou des analyses conceptuelles, mais ce qui m'intéresse, c'est que chacun, s'il en a envie, à partir de ces déclics, si vous voulez, fasse un chemin qui est le sien et qui lui appartient. J'ai essayé, quand j'avais fait les 101 expériences de philosophie quotidienne, de faire un livre qui m'échapperait. Et ça a été traduit en plus de 25 langues maintenant, et des choses comme ça, mais c'est pas ça. C'est les moments qui m'ont fait le plus plaisir, et c'est arrivé plusieurs fois. C'est quand des lecteurs me disent « Vous savez, celle que je préfère ?» Je dis « Non ». Et ils me racontent une expérience qui n'est pas dans le livre. Ils l'ont tout simplement mis dedans, c'est la leur, et ils s'imaginent qu'elle y est, et je trouve ça très bien. Alors, voilà, je crois que la philosophie, quel que soit finalement le sens que l'on donne à cette expression, me conduit à dire qu'il me paraît important que chacun, quel que soit son niveau d'éducation, son âge ou sa culture, invente son chemin de réflexion. Parce que s'il y avait une définition très simple pour finir à donner de ma part de la philosophie, il me semble que c'est simplement et uniquement examiner ses propres idées, les mettre à l'épreuve. Chacun a des idées, tout le monde les défend, chacun même sait les argumenter, mais je pense à Descartes qui compare notre tête à un moment à un panier de pommes et qui dit si on veut savoir s'il y en a des pourris ou des tavelés, il faut d'abord les mettre toutes sur la table et les examiner. Bien voilà, la philosophie, c'est un déballage des pommes qu'on a dans sa tête, si j'ose dire, et en tout cas, simplement, un examen aussi personnel, mais aussi rigoureux que possible de ses propres idées. Je vous remercie.
Bravo, ben merci beaucoup Roger Paul Droit. Alors j'espère que le public pourra examiner ses propres idées et vous les mettre à l'épreuve, si je puis me permettre de vous reprendre. Bien sûr. Et merci en tout cas beaucoup de ces petites expériences de philosophie entre amis. On va passer maintenant aux questions. Madame Beaufils, je crois que vous avez un certain nombre de questions. Alors, une première question pour ouvrir ce temps d'échange. Est-ce que vous entendez bien au bout là-bas? Est-ce que vous entendez très bien? D'accord? Parfait. Merci. La question de l'enseignement. Pensez-vous que la philosophie devrait être enseignée dès l'école maternelle et la primaire, avant ou plutôt que d'être enseignée essentiellement en terminale? Oui, je pense que la philosophie devrait être enseignée avant la terminale. Je ne sais pas combien de temps ou d'années avant. Ce que j'ai tendance à penser, au moins dans un premier temps, c'est qu'il serait raisonnable qu'elle fût enseignée de la seconde à la terminale, ce qui est le cas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. J'avais dirigé, c'était en 95, si ma mémoire est bonne, pour l'UNESCO, à un moment où j'étais conseiller du directeur de l'UNESCO pour la philosophie, une enquête mondiale qui avait repris un questionnaire qui avait été élaboré dans 53 par Georges Canguilhem, mais que j'avais un peu étendu, une enquête mondiale sur la philosophie et son enseignement. Ça s'est retrouvé en livre de poche, et je me suis aperçu, à ma grande surprise, qu'il y avait beaucoup de pays, notamment africains, où la philosophie est enseignée en seconde, en première et en terminale. Alors peut-être avec d'autres types de programmes que les nôtres, peut-être avec d'autres exigences, mais en tout cas, c'est un fait tout à fait commun dans beaucoup de pays du monde. Et je m'étais aperçu aussi, je vais clore la parenthèse pour répondre dans une minute, mais je m'étais aperçu aussi que, alors qu'on a le sentiment que la philosophie est plutôt dans son enseignement en danger ou en réduction, à l'échelle mondiale depuis 100 ans, et a fortiori depuis une soixantaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale, elle est en expansion. C'est-à-dire qu'on enseigne aujourd'hui la philosophie dans des universités qui n'existaient pas il y a 50 ans, dans des pays qui, au sortir des dictatures militaires, les unes communistes et les autres d'extrême droite, se sont libérés et ont créé des enseignements de la philosophie comme espace de réflexion critique et de formation à la discussion, à la démocratie. Alors, il y a beaucoup d'expériences dans le monde aussi qui ont été menées sur l'enseignement de la philosophie dans les écoles primaires. C'est autre chose. Ça n'est pas enseigner la philosophie, cette fois, c'est en quelque sorte exercer les enfants à raisonner, à comprendre les différentes faces d'une question, à exercer leur propre raisonnement, et c'est généralement à partir d'histoires qui sont à entrées multiples et où ils peuvent finalement ajouter ou découvrir des idées. Voilà. En tout cas, il me semble que après, il faut discuter très très longuement, c'est des questions très complexes, mais sans aller de la maternelle jusqu'à la terminale, aller commencer une initiation à la philosophie avant la classe terminale, ça éviterait au moins aussi une chose qui est héritée du temps où l'enseignement de la philosophie arrivait comme une sorte de discipline reine. Et les lycéens avaient appris toute une série de choses, et dans la dernière année, ils réfléchissaient sur ce savoir acquis. C'est une façon un peu glorieuse de voir la philosophie comme un surplomb définitif. Je crois qu'il serait bon que par palier, ils la découvrent avant, avec aussi comme grand avantage qu'ils cesseraient de confondre la philosophie et le prof de philo. Personne ne confond les mathématiques et le prof de maths, parce qu'on a plusieurs profs de maths. Personne ne confond l'anglais et un prof d'anglais. Il y a des profs qu'on n'aime pas, mais le fait que la discipline passe
d'année en année selon des enseignants différents empêche cette espèce d'adhésion, de collage. Et je crois que ce serait mieux si c'était donc avant. Si je réponds trop longuement, plaquez-moi au sol et pour qu'il y ait plus de questions. Je vais essayer d'être plus court. Merci. Et si je ne vous ai pas répondu, protestez. Une question cette fois-ci qui porte sur le parallèle entre la démarche philosophique et la démarche scientifique fondée sur l'observation. Donc, les anciens qui étaient souvent philosophes et scientifiques sont maintenant séparés. C'est vrai que les disciplines sont enseignées de façon artificiellement séparée. Quel est votre point de vue à ce sujet? Les philosophes sont-ils toujours scientifiques ou inversement? Eh ben, non, ils ne le sont pas, et malheureusement, je crois que c'est effectivement un grand dommage. Mais c'est un dommage historique, en partie réparable. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Un dommage historique parce que philosophie et sciences, évidemment, ont cheminé au moins jusqu'au XVIIIe siècle, un peu au-delà, quasi, je n'ose dire la main dans la main, mais il n'y avait pas de distinction. Si vous prenez le terme grec de sophia, qui est dans philosophia, il signifie à la fois, et ce ne sont pas deux sens différents, c'est le même, la sagesse et le savoir. Sophos en grec signifie à la fois le sage et le savant. Et nous, qui sommes après la dissociation, nous qui sommes derrière la rupture, ces deux choses qui nous paraissent tout à fait distinctes. On peut être à la fois sage, on peut être à la fois savant et fou, par exemple. Le thème du savant fou, je vais appuyer sur ce bouton, je serai le maître du monde. Enfin, vous connaissez tous les romans ou les dessins animés. Bon, le savant fou, ça apparaît à la Renaissance avec Marlowe, avec Faust, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout une idée grecque. Si on sait quelque chose, y compris en physique, y compris en géométrie, on est transformé par ce savoir de manière positive. Si vous lisez Gorgias de Platon, Socrate dit à Calliclès, qui est une sorte de jeune homme provocateur et qui fait l'éloge cynique de l'injustice, il dit, Socrate, si tu dis cela, c'est que tu n'as pas assez étudié la géométrie. Ça veut dire que faire des théorèmes, faire de la géométrie, des mathématiques, ça a une portée morale, ça a une portée éthique du point de vue grec. Ça, c'est devenu, pour nous, complètement étranger. Alors, science et philosophie qui étaient liées, et si vous regardez l'histoire, Descartes est mathématicien autant que philosophe, Leibniz aussi, ils font de la physique, ils font de la géologie, Kant enseigne la géographie tout autant que le reste. Bref, il y a une manière, si vous voulez, que science et philosophie ont d'être chez les mêmes êtres humains, parce qu'elles sont dans le même cercle du savoir qui cesse définitivement à peu près au 19e. On parle encore de philosophie naturelle pour parler de biologie, mais c'est déjà plus qu'une façon de parler, et c'est bien évidemment parce que l'expansion même des sciences, leur constitution avec des méthodes, des objets autonomes et leur accroissement exponentiel fait que la maîtrise de tous les savoirs par un seul être humain est devenu impossible depuis déjà bien longtemps. Simplement, le fossé s'est creusé au point que un auteur bien connu dans les années 50, qui s'appelait Snow, je suis en train d'oublier son prénom, mais c'est pas grave, Snow comme la neige, parlait des deux cultures. C'est-à-dire d'un côté une culture littéraire, où la philosophie désormais survit, et de l'autre une culture scientifique, celle des mathématiciens, des ingénieurs, des physiciens, qui se développe de manière autonome. Et cette séparation a évidemment toutes sortes d'inconvénients. Il me semble
il me semble que nous commençons peut-être à vivre des moments où cette séparation, parce qu'elle est dommageable, parce que nous voyons tous les maux qu'elle peut créer, disons que la conscience de la nécessité de combler ce fossé s'accroît, et modestement, parce que je ne prétends pas du tout être en mesure de le combler, mais d'y apporter, disons, une toute petite sac de sable dans un immense fossé. Nous avons, Monique Atlan et moi, écrit il y a 2 ans un gros livre de 560 pages intitulé Modestement et immodestement humain, et sous-titré Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, et où on s'est pendant 3 ans essayé à comprendre ce que sont les nanotechnologies, ce que sont les sciences cognitives, ce qu'est la convergence de la révolution numérique avec la génétique, et surtout, mais pas pour faire des sciences, mais pour montrer que finalement nous pouvons tous, sans être scientifiques, comprendre l'essentiel des lignes de force et des enjeux, et des débats qui s'agitent autour de cela. Comment cela modifie nos représentations de l'humain? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme responsabilité à endosser dans ce domaine? Ça suppose que nous nous informions et que aussi nous cessions de croire que, si vous voulez, les sciences et les techniques devenant hors de nous échappent complètement, sont entre les mains d'experts, et que nous n'avons comme citoyens rien à dire, rien à en penser, rien même à en décider. Et ça, il me semble que c'est une démission tout à fait dommageable, non pas simplement pour la démocratie, mais pour l'avenir de l'histoire. Merci. Et un petit peu dans le prolongement de votre réponse, y a-t-il des objets anti-philosophiques, comme la télévision par exemple, ou les smartphones? Non, je crois qu'il n'y a pas d'objet qui soit par soi-même ou par nature anti-philosophique, ni même anti-opposé à la pensée. Je crois que les outils techniques ne sont rien d'autre que ce que nous décidons d'en faire. Je vois bien qu'ils ont leur mode particulier, non seulement d'existence, mais même d'imposition d'un certain nombre de normes et de règles, que l'on ne parle pas de la même manière à la télévision pour des raisons de contraintes d'horaire et dans un autre cadre, qu'on ne lit pas de la même manière sur un smartphone et puis dans une bibliothèque. Mais je ne suis pas du tout, pour ma part, technophobe, ni je ne suis pas dans cette posture qui penserait que c'est à la chandelle et sur un parchemin qu'on pense nécessairement mieux, et que sur un écran d'ordinateur on ne pense rien, et qu'on est nécessairement idiot. Non, il y a des effets, de l'Internet qui sont bien dénoncés maintenant, qui sont bien connus. Je crois, en 2 mots, que Michel Serres a en partie tort de penser que, si vous voulez, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes numériques possibles. Vous connaissez Petite Poucette, ce livre où il chante monts et merveilles de la technologie, avec cette idée que, ayant son téléphone portable, on a désormais tous les savoirs du monde dans la poche, et que chacun, avant d'entrer dans une salle de cours, de conférence, a déjà tout lu, tout est accessible, et c'est d'une certaine manière vrai. Mais sans diaboliser Internet, il faut se dire aussi, et Gérald Bronner l'a bien montré, et je vous recommande ce livre qui s'intitule La démocratie des crédules au PUF, qui est un excellent livre, parce qu'il montre une chose tout à fait importante. Ça ne veut pas dire que c'est une... Il faut cesser, je crois, une fois pour toutes, ça c'est pour moi une règle tout à fait générale, de penser en termes de tout blanc ou tout noir, du paradis des techniques ou de l'enfer des techniques, de l'apocalypse ou du salut. C'est pas ainsi. Il faut regarder
au cas par cas, et il faut penser en termes finalement plutôt de mélange, comme toutes les choses, d'avantages et d'inconvénients, d'effets pervers et de nouveautés. Et ce que montre Gérald Bronner, c'est que finalement, au lieu de nous fournir des découvertes nouvelles, au lieu de nous faire voir des choses que nous ne connaissons pas, un des effets d'Internet est de nous renforcer dans nos convictions, quelles qu'elles soient, et en quelque sorte de nous y enfermer. Et j'ai appris en le lisant des choses que j'ignorais tout à fait. Vous savez tous que quand vous tapez quelque chose sur Google pour avoir des renseignements, vous avez des choses qui arrivent en premier et d'autres à la suite, comme ça. Et cette échelle des renseignements n'est pas liée à aucun tri qui serait la pertinence. Ce qui arrive en premier, c'est ce qui a été le plus consulté. Bon. Donc ça, tout le monde, je crois, sait que arrive en premier le plus populaire, en quelque sorte, des infos et la suite. Alors il peut y avoir des infos très intéressantes et très importantes, mais en 99e position. Bon. Ce que j'ignorais, et que j'ai appris dans ce livre, c'est que l'ordre ne dépend pas seulement de ce qui est le plus consulté, mais de votre propre parcours. Imaginons que vous soyez amateur d'explications complotistes ou occultistes ou ésotériques. Voilà, et ben vous tapez quelque chose sur la politique française et vous aurez en premier, en fonction de vos parcours antérieurs, plutôt des sites complotistes ou qui vous expliqueront, je ne sais pas, que François Hollande est un extraterrestre, il faut être déjà un peu gonflé, mais enfin, bon, vous voyez des choses de ce genre. Autrement dit, l'information que vous fournit Google est en partie déjà hiérarchisée par vos centres d'intérêt personnel, un peu comme dans Amazon, où l'on vous propose d'acheter des livres ou des disques en fonction de ce que vous avez déjà acheté. Ça peut être utile. Mais comment découvrez-vous quelque chose que vous ne connaissez pas du tout si on vous propose toujours des choses identiques à celles que vous aimez déjà? Moi, je réclame la touche random ou hasard, c'est-à-dire qu'on me montre à chaque fois quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'achète ou ce que j'aime ou ce que je veux regarder. Il me semble que pour chacun d'entre nous, me semble-t-il, nos vrais coups de cœur ou nos vrais coups de foudre esthétiques, musicaux ou picturaux ou autres ont été d'abord liés au hasard. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans ce concert et puis je suis bouleversé. Je ne savais pas qu'il y avait cette expo, j'y vais par hasard, des amis m'emmènent et là j'ai un vrai choc. Et toutes ces choses-là, si vous n'allez jamais que là où vous êtes déjà allé, vous n'irez pas loin. Voilà. Et du coup, si on prolonge cette idée-là, la philosophie peut-elle rendre plus tolérant? J'espère bien. J'espère bien qu'elle peut rendre plus tolérant, mais je ne suis pas sûr que ça soit son objectif premier. Elle rend forcément plus tolérant à partir du moment où, en tout cas c'est à la fois mon choix et mon expérience de quelques 50 ans bientôt de philosophie, j'en ai 65, oui j'ai commencé vers 15 ans, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt cette multiplicité des idées et des postures philosophiques. C'est-à-dire quand je me trouve, et ça c'est quelque chose que je conseillais autrefois à mes élèves et à mes étudiants, lisez des gens ou des auteurs qui, bien évidemment, sont de votre famille d'esprit. Lisez des gens qui disent de façon plus puissante, parfois beaucoup plus argumentée, ce que vous pensez déjà. Ah, je le pensais déjà, mais lui, il le dit bien. Bon. Mais lisez aussi des gens dont vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Comment peut-on penser une chose pareille? Parce que comment peut-on penser une chose pareille?
si c'est trop rasoir ou incompréhensible, vous laissez tomber. Mais si c'est simplement je n'arrive pas à comprendre comment cela est pensable, parce que ça me choque, parce que ça m'est étranger, alors je crois que ça vaut la peine, non pas d'adopter les idées qui ne sont pas les vôtres, mais d'aller quand même se placer mentalement dans cette posture. Et ça me fait penser, pour ma part, hein, c'est des images, mais ça me fait penser au yoga. J'ai autrefois beaucoup pratiqué aussi, mais où au départ on se dit je ne pourrais pas me mettre dans cette position-là, hein, parce qu'elle fait un 8, ou parce que bon, c'est trop difficile. Et puis, finalement, on y arrive, à force de temps ou d'entraînement. Bon. Et donc, il y a, je pense, la possibilité, voilà, de se mettre intellectuellement dans une posture philosophique ou mentale qu'au départ, on n'avait pas du tout envie de prendre, ou même simplement dont on ne croyait pas qu'on pouvait y aller. Voilà. Et je crois que ça, ce sont en quelque sorte des voyages intellectuels ou des voyages mentaux qui sont des choses parmi les plus fécondes. Alors, ça vous apprend une forme de tolérance, mais qui n'est pas une tolérance simplement, comment dirais-je, molle, si vous voulez. Parce qu'il y a pas une mauvaise, mais Paris est la seule ville, à ma connaissance, où il y a sur certains trottoirs, et je crois que ça existe toujours, le stationnement est toléré sur le trottoir. Il est permis ou il est interdit, mais il est toléré sur le trottoir. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ça c'est la tolérance que j'appelle grise ou inintéressante. Si vous tolérez le stationnement, ça veut dire qu'il n'est pas permis, mais qu'il n'est pas vraiment interdit, qu'on va laisser faire. Ou si vous dites, si votre présence est tolérée quelque part, vous n'êtes pas franchement invité, quoi. Hein, bon, ça c'est une tolérance où on supporte simplement, on laisse faire. Et puis il y a la vraie tolérance, la forte, enfin celle pour laquelle Voltaire dit à propos de Calas, je crois que je ne me partage rien de vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. La tolérance, c'est finalement d'accepter aussi qu'il y ait des gens qui pensent radicalement le contraire de ce que vous croyez. Vous pensez que c'est insupportable de soutenir ces idées-là. Bon, d'accord, vous pouvez les combattre, mais ça c'est le jeu de la pensée et du débat. Vous pouvez les combattre, vous ne pouvez pas les interdire d'une certaine manière, sauf dans des cas très particuliers où elles sont elles-mêmes attentatoires aux libertés. Voilà. Et j'ai une question qui pourrait intéresser particulièrement M. Lévy. Qu'est-ce que la philosophie peut apporter à la gestion d'une commune, comme ici les Moulineaux par exemple, ou autre? Ça, c'est pas à moi, ça. Voulez-vous répondre? Oh, moi, je peux répondre, effectivement. Déjà l'échange, déjà la richesse, l'échange, la richesse, mais aussi la pensée, effectivement, la diversité des échanges, la diversité des gens, la diversité de la population, et aussi un enrichissement qui est un enrichissement commun. Moi, c'est ce que je vois en tout cas dans ça. Et aussi cette délégation que j'ai, qui est la culture, qui est effectivement non pas d'enseigner, mais aussi de transmettre. La transmission est très importante. L'intérêt, l'envie, ça, ce sont des concepts qui sont intéressants en matière de culture. Moi, je n'ai pas de charge municipale et je n'ai rien de particulier à dire concernant ici les Moulineaux, mais je peux peut-être quand même dire 2-3 éléments d'une réponse possible. C'est-à-dire qu'il me semble que la philosophie n'a pas d'usage direct dans une gestion communale, ni même dans une décision politique ou d'usage direct dans les collectivités. Mais
elle a un usage indirect qui me paraît tout à fait important, puissant, si chacun s'exerce non seulement au dialogue, mais à l'examen de ses idées et à ce jeu des discussions qui fait que aucun argument d'autorité, aucun argument de force ne vaut contre le dialogue et contre l'échange logique, où finalement, ou bien il y a une vérité et on doit y aboutir, ou bien il n'y en a pas et on doit reconnaître qu'il n'y a que des jeux d'opinion. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Les personnes qui sont intéressées peuvent venir vous rencontrer, acheter vos livres ainsi que avoir une petite signature de votre part. Et nous pouvons également prolonger cet échange autour d'un verre au cocktail qui se trouve dans la salle en bas, au Salon Élysée. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Et merci à vous tous. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour poursuivre cette discussion avec vous quand vous le voulez.